Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va faire un petit échange avec Kevin. On va essayer de voir quel est le plus intéressant entre un VPN et Tor, comprendre un peu les différences, voir ce qui peut être le plus intéressant pour vous en fonction des situations. Donc je pense que la première étape, c'est déjà de définir ce qu'est un VPN, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc un VPN, c'est ni plus ni moins qu'un tunnel virtuel entre deux entités. À la base, c'est fait plutôt pour les entreprises quand on a besoin d'interconnecter deux sites d'entreprise. C'est-à-dire que quand vous avez un bâtiment qui est à Lyon et un bâtiment qui est à Paris qui ont besoin de communiquer à travers Internet, l'idée, c'est de faire un VPN, donc un lien entre les deux, pour avoir un seul réseau unique en fait, qui permettra de pouvoir discuter l'un avec l'autre. Bien sûr, la plupart des gens connaissent le VPN pour contourner des censures, pour accéder à certaines choses qui ne sont pas accessibles dans leur pays. Ça peut être par exemple pour accéder à des séries sur Netflix qui sont pas accessibles dans votre pays en question. Mais bien que Netflix détecte de plus en plus l'utilisation des VPN justement pour éviter ce genre de choses. Mais du coup, l'idée, c'est de comparer un petit peu ça avec l'utilisation de Tor et voir un peu les avantages et inconvénients. Je pense que tu peux nous donner déjà quelques inconvénients à l'utilisation des VPN, Kevin. Ouais, bien sûr. Alors déjà, premier inconvénient, forcément, par rapport à Tor, qui est décentralisé, le VPN, lui, est centralisé. C'est-à-dire que vous allez donner votre confiance à un tiers de confiance. Donc, par exemple, vous utilisez un CyberGhost, NordVPN, Torghost, non, je crois que c'est TorVPN, chose comme ça. Forcément, vous allez envoyer vos communications à travers un serveur, une machine. Certes, vos données sont chiffrées, c'est le but d'ailleurs, mais du coup, ça va forcément passer par des serveurs de cette entité. À savoir que la problématique première, c'est que quoi qu'on en pense, il y a forcément des traces de l'utilisation, de votre utilisation sur les VPN. Quand il y a marqué de partout, oui, no log, vous inquiétez pas, on ne récupère absolument aucune des données de vos données qui transitent, etc. C'est pas si vrai. En fait, c'est-à-dire qu'ils vont pas récupérer les données intrinsèques, ils vont pas regarder tous les paquets qui sont envoyés, les décortiquer et faire son login et son mot de passe, c'est ça, ok, on le met de côté, ça pourra peut-être nous servir. Non, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, du moins pour les Ça dépend de gros quel fournisseurs fournisseur de de VPN VPN. aussi, hein. Voilà, c'est-à-dire que si c'est un fournisseur de VPN un peu malveillant, un peu méconnu et tout, on pourrait se poser des questions. Par contre, l'utilisation, c'est-à-dire que déjà, premièrement, pour utiliser un VPN, bien souvent, c'est payant. Donc, deuxième downside, c'est que bien souvent, pour utiliser un VPN, c'est payant, donc ça vous coûtera plus cher que d'utiliser le réseau Tor. Malgré qu'il y ait des versions freemium de CyberGhost, par exemple, qui permettent de se connecter en gratuit. Moi, j'ai utilisé la version freemium quand j'étais étudiant pour contourner le proxy de l'école. Ouais, ça va bien 2 minutes, hein. C'est-à-dire que la connexion est bridée, on a un certain nombre de gigas de disponibles, donc c'est pas top. Avec le réseau Tor, il n'y a pas ce problème-là, on peut utiliser, même si c'est plus lent, on peut utiliser autant qu'on veut. Mais la récupération de données par ces tiers de confiance, elle se situe au niveau des heures de connexion. Par exemple, moi, je suis identifié auprès d'un fournisseur de VPN parce que j'ai un compte, parce qu'il a mes informations personnelles, nom, prénom, email, adresse, etc. pour les facturations. Et il va pouvoir dire, OK, Kevin, il s'est connecté à telle heure à notre VPN et puis il a fait transiter tel nombre de paquets. Ou ça pourrait être aussi, il a utilisé tel nœud. Donc, enfin, tel nœud. Ouais, c'est pas vraiment un nœud, c'est tel serveur de sortie. Donc, par exemple, ça peut être, Kevin, il s'est connecté sur notre serveur qui se trouve en Estonie à telle heure, il a arrêté les connexions à telle heure, etc. Et si un jour, il y a une attaque qui est faite sur un site, par exemple en Estonie, parce que pareil, j'ai utilisé un nœud qui sort en Estonie, enfin bref, et que les autorités voient que les attaques ont été faites depuis un serveur qui appartient à ce fournisseur de VPN, les autorités vont aller toquer à sa porte et dire « Ok, si vous pouvez nous fournir la liste de tous les utilisateurs qui sont passés par ce nœud-là », et puis derrière, ils vont pouvoir corréler les heures avec les attaques et dire « Ok, bon, on sait que c'est telle personne, parce que en fonction des heures, on l'a compris, et ils vont demander donc du coup au fournisseur de VPN de donner le nom, le prénom, l'IP, etc. pour pouvoir faire fonctionner la justice. Donc, toutes les données ne sont pas récupérées par ces fournisseurs-là, et encore une fois, certains fournisseurs de VPN font réellement du no-log, mais En fait, je pense qu'il faut repartir du cadre législatif qui est hyper c'est ça. important.
C'est qu'en France, à partir du moment où vous fournissez un accès Internet, vous êtes considéré comme fournisseur d'accès Internet, comme son nom l'indique, et vous êtes obligé de garder les logs pendant 1 an et d'identifier en fait chaque personne qui s'est connectée et les actions qui ont été menées. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, tout fournisseur de VPN en France est soumis à cette législation-là. Donc, même si vous disent on fait du no-log, c'est impossible parce qu'ils sont dans l'obligation légale de le faire. C'est-à-dire que si demain, un tribunal venait à débarquer et leur demandait l'information, ils seraient obligés de la fournir. Donc, ils ne peuvent pas arriver les mains vides en disant on n'a rien. Après, il y a des pays en Europe où c'est, on va dire, un petit peu différent, où ils n'ont pas forcément les mêmes obligations. En Suisse, ça reste assez ouvert. Et après, là, on parle des VPN qui sont à titre commerciaux. C'est-à-dire que c'est un VPN que vous allez acheter chez un fournisseur d'accès, mais vous pouvez tout à fait installer sur votre propre serveur un VPN. Et vous pouvez faire un VPN pour vous connecter de l'extérieur chez vous, si jamais vous avez besoin d'accéder, par exemple, je sais pas, à vos photos sur votre NAS. Ça, c'est quelque chose qui se fait très bien et qui est totalement légal et qui ne pose aucune problématique parce que vous êtes juste d'un autre pays et vous venez vous connecter chez vous. Pareil, vous avez de la famille qui habite, je ne sais pas, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Vous pouvez très bien mettre un Raspberry Pi chez elle, se connecter à travers le Raspberry pour sortir et accéder à l'Allemagne, en fait. Voilà, c'est juste que l'IP de sortie qui ce sera l'IP de la box qui est utilisée, et donc c'est identifié grâce à une personne. Et pareil, si demain vous allez chez un fournisseur, je ne sais pas, OVH ou One and One ou je ne sais qui, vous prenez un serveur chez eux, vous choisissez la localisation, vous montez un VPN dessus avec OpenVPN, c'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien, hormis la location du serveur. Et après, vous avez votre flux et votre bande passante et vous faites ce que vous voulez avec, en fait. Bien sûr, si jamais vous faites des choses illégales, vous allez être pénalisé, on remontera vers vous parce que le serveur, il est loué à votre nom. Voilà, c'est ça. C'est bien souvent dans les publicités sponsorisées de VPN, on entend souvent, oui, vous serez complètement anonyme, etc. C'est faux, c'est faux. L'utilisation d'un VPN n'assure pas l'anonymat, du moins pour tout ce qui est commercial et pour tous les serveurs que vous pourriez prendre chez OVH ou même les Raspberry que vous avez mis chez vous ou quoi que ce soit, ça n'assure absolument pas l'anonymat. Si quelqu'un doit venir toquer à votre porte parce que vous avez fait quelque chose de mal à travers ce VPN-là, c'est possible. Déjà, il faut comprendre ça. Là où le réseau Tor, lui, apporte un fort degré d'anonymat. C'est pas parfait, mais ça apporte un fort degré d'anonymat. Après, bien évidemment, là où c'est très intéressant d'utiliser un VPN par rapport au réseau Tor, c'est la vitesse. Forcément. Comme on l'a dit, plus on multiplie les interlocuteurs, donc les nœuds entre nous et la destination, plus ça va être long. Et là, pour un VPN, il y a seulement un interlocuteur. Et si en plus, c'est un VPN qui est situé chez un professionnel, AWS, OVH ou même un fournisseur de VPN professionnel, commercial, voilà, la connexion, elle est pareil, elle est extrêmement forte. Alors, est-ce que vous pourrez faire du stream? Je pense pas, parce que ça restera quand même un petit peu plus lent que la connexion classique. Mais c'est tout à fait honnête et ça a un usage, pour un usage de tous les jours, c'est possible. C'est complètement possible. Et dans tous les cas, en fait, ça va vous protéger grâce à de la cryptographie, puisque la cryptographie utilisée sur le réseau Tor est différente de celle utilisée, par exemple, dans les technologies de VPN. Il y en a plein de technologies de VPN différentes, donc on ne va pas forcément rentrer dans ce maillage-là. Et après, il faut comprendre aussi que les technologies de VPN, en fonction de comment elles sont configurées, elles ne sont pas infaillibles non plus. On a vu très régulièrement des personnes qui allaient sur des sites web qui pensaient être totalement anonymes, et parce qu'il y a certaines requêtes DNS qui partaient en dehors du flux VPN, elles se faisaient identifier et il y a certains éléments qui fuitaient. C'est aussi pour ça qu'il y a certains VPN qui peuvent être bloqués dans certaines universités. Je sais que j'avais un ami qui était à l'université de Toulouse. Ils avaient un proxy qui était extrêmement fort. Et ne serait-ce que pour aller consulter du web de manière, on va dire, traditionnelle, sans parler d'aller sur des choses particulières, il fallait absolument avoir un VPN, mais un VPN avec une technologie de cryptographie très puissante et du coup avec un flux qui était beaucoup plus diminué parce que le temps de calcul pour arriver à chiffrer et déchiffrer les paquets était beaucoup plus important. Et donc, le réseau Tor devient une alternative. En fait, quand on a une saturation ou une censure qui est beaucoup trop forte, le réseau Tor devient une vraie alternative en fait, au VPN. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, tu fais bien de soulever que utiliser un VPN ne nous rend pas infaillibles. Là aussi, on entend beaucoup de oui, les pirates ne pourront plus vous atteindre, etc. dans toutes les publicités sponsorisées. C'est faux. Encore une fois, ça apporte un degré de sécurité supplémentaire parce que, comme tu l'as dit, les données que j'envoie au site internet ou au mail ou ce que tu veux vont être chiffrées par la technologie utilisée par le VPN, mais ça n'empêchera absolument pas un utilisateur malveillant de compromettre mon PC, de compromettre le serveur de VPN, là aussi, parce que pour accéder au VPN, il faut qu'il y ait un service qui soit en écoute sur le serveur de VPN, et ce service-là, il peut aussi être faillible. Donc, si on trouve une vulnérabilité, et on en trouve plein, hein, il y a plein de technologies
comme du F5 par exemple, qui ont été troués pendant quasiment tous les mois parce qu'ils faisaient les malins à se dire nous on est très très fort et puis derrière ils sont bien fait rappeler à l'ordre. Alors du coup maintenant c'est super parce que du coup avec ce travail-là, ils ont pu corriger beaucoup de choses, mais ça montre bien que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, peu importe la technologie qu'on utilise, il y aura toujours des failles et c'est toujours possible de se faire compromettre. Donc encore une fois, une utilisation raisonnée et raisonnable est de mise, quelle que soit la technologie qu'on utilisera. Et exactement comme tu disais, il y a des vulnérabilités qui peuvent être liées au serveur, mais un petit peu comme sur le réseau Tor en fait. Demain, il y a un nœud Bien qui est sûr. compromis. L'avantage, c'est que vu comme le trafic est totalement chiffré, eh ben, on n'a pas cette problématique de fuite de données. Par contre, si demain, on a le nœud de sortie qui est malveillant, bah, globalement, c'est comme un serveur VPN en fait, avec un nœud de sortie qui est malveillant. C'est-à-dire qu'il a la capacité à intercepter les données, lui à rechiffrer avec le serveur de sortie, à chiffrer de votre côté pour que ça fasse un proxy complètement transparent pour vous. Et donc, il peut arriver à collecter l'ensemble de vos données. Et donc, c'est extrêmement important de faire confiance dans son fournisseur VPN, plus que je pense que dans le réseau Tor qu'on va pouvoir utiliser. En tout cas, c'est ma vision des choses. Parce que comme vous n'avez qu'un intermédiaire, vous êtes totalement dépendant de cet intermédiaire-là. Et donc, il faudrait faire extrêmement attention à l'intermédiaire que vous allez choisir. Et c'est là où je regrette un petit peu des fois d'être sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être sponsorisées par des fournisseurs de VPN qui sont complètement bidons, complètement pourris, qui ne font pas leur travail correctement. Et leur seul objectif, c'est d'aller tirer un maximum de chiffres. Et donc, les débutants qui vont utiliser ces services-là vont se penser, comme tu disais, un peu invulnérables. Ils vont se mettre sur un Wi-Fi public dans une gare et finalement, la moitié des paquets va partir quand même sur le réseau public. Ils vont se faire détrousser par la première personne qui va être un peu compétente, qui va passer par là et un peu malveillante. Donc oui, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis surtout, ils se pensent, comme tu dis, totalement anonymes, ce qui n'est pas du tout le cas. Ah non, pas du tout. Et la problématique, c'est qu'ils vont faire des actions et puis un jour, ça va venir toquer à leur porte, ça va leur dire attendez, Coco, vous êtes allé sur ces sites-là, vous avez fait ce type d'attaque-là, maintenant venez vous expliquer. Ah, complètement. Complètement, oui, c'est vraiment la première idée reçue à casser sur le VPN, c'est que c'est un pseudonymat, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous voir vous, votre adresse IP, mais on va voir l'adresse IP du fournisseur de VPN. Et à partir de là, bah, comme tu l'as dit, il y a un seul intermédiaire, donc bah, il va se couvrir. Parce que j'aimerais revenir sur la partie légale, c'est que si jamais le fournisseur d'accès, donc par exemple le fournisseur de VPN, est en incapacité de fournir l'identité de la personne qui a piraté qui que ce soit, ou qui a utilisé de manière malveillante son service de VPN, c'est le fournisseur de VPN qui va être mis en cause. Donc du coup, et c'est pareil pour tout, hein, c'est-à-dire qu'on a un réseau Wi-Fi à la maison, votre réseau Wi-Fi se fait péter, quelqu'un l'utilise à des fins malveillantes, si vous n'êtes pas en capacité de tracer la personne et de dire eh ben, c'est telle machine qui s'est connectée à telle heure et potentiellement même pouvoir désigner la personne, c'est vous qui serez mis en cause. Donc les fournisseurs de VPN n'ont aucun intérêt à fournir un anonymat, absolument aucun, sauf s'ils se situent dans des pays ultra exotiques, où la législation n'est pas la même et là encore, il faut encore les trouver et les croire sur parole parce qu'on n'a encore aucun moyen de savoir que quand ils nous disent no log, c'est véritablement du no log. Après, il y a l'historique des fois qui jouent en leur faveur. Je sais que la Suède, de mémoire, est assez portée sur la question, la Suisse aussi. Les Pays-Bas, à une époque, l'étaient. Et en fait, le seul moyen de pouvoir les croire, c'est qu'ils aient déjà eu des descentes de police et de voir les informations qu'ils étaient capables de fournir à ces moments-là. La Suisse, je suis désolé, hein, mais Proton, on a quand même un bon exemple. Hein. Ils ont quand même fourni des adresses IP d'utilisateurs. Ah, ils les fournissent. Mais ils s'en cachent pas, ils les fournissent. Mais à côté de ça, ils fournissent peut-être moins de données que si on avait un VPN en France. Parce que là, clairement, ils auraient toutes les données et tous les sites collectés. Donc, c'est à vous de choisir et à vous de voir aussi ce que vous voulez faire en fait à travers. Et c'est là où de manière le réseau générale, Tor offre un peu plus de malignité. Exactement, et de manière générale, de toute façon, c'est pas du tout l'idée. Et je serais mis en cause si jamais je vous disais d'aller faire des choses illégales sur Internet. Hein. Ceci n'est pas un conseil en utilisation de VPN. Exactement, ceci n'est pas un conseil en utilisation de Tor illégal pour aller faire tout n'importe quoi sur Internet. C'est pas du tout l'idée. Complètement. Et d'ailleurs, j'irais même un petit peu plus loin parce que on entend beaucoup par-ci par-là que si vous voulez utiliser le réseau Tor et augmenter votre sécurité et votre anonymat, ça peut être intéressant d'utiliser un VPN en plus. Alors, paf, on va démultiplier les couches de chiffrement et démultiplier les intermédiaires. Sur le papier, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, à certains niveaux, c'est intéressant. Notamment, plus de couches de chiffrement. Donc, ça veut dire que le nœud de sortie, il ne voit pas ce qui se passe. Ça, c'est intéressant. Par contre,
Et un élément qui est à prendre en compte, et ça, vous pouvez aller le voir dans la FAQ officielle du Tor Project, ils le disent noir sur blanc, si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous êtes un néophyte, n'utilisez pas de VPN en parallèle du réseau Tor. Pourquoi? Parce que vous allez avoir déjà plus de surface d'attaque, plus vous multipliez les intermédiaires, plus vous avez de chances que l'un d'entre eux se fasse compromettre. Et deuxièmement, lorsque vous utilisez un fournisseur de VPN, il va être en capacité, là encore, d'obtenir des informations, notamment que vous utilisez le réseau Tor, que vous dialoguez avec le réseau Tor, les heures auxquelles vous avez utilisé le réseau Tor, et en fait, vous centralisez la récolte de cette information. Et automatiquement, moi, mettons, je suis un service de police, j'ai envie de savoir ce qui se passe un petit peu sur le réseau Tor ou un service de renseignement ou quoi que ce soit, eh ben, je vais peut-être me tourner pour faire de la masse et récolter de l'information en masse sur l'utilisation du réseau Tor et de ses utilisateurs. Je vais peut-être d'abord me tourner vers des fournisseurs de VPN parce que je me dis que potentiellement, il y aura beaucoup de gens qui vont passer par un VPN en plus du réseau Tor parce qu'on leur a dit de le faire. Par contre, si vous avez des connaissances, des compétences, que c'est votre VPN à vous, que vous l'avez déployé sur un Raspberry Pi dans un bâtiment, et puis qu'après vous le brûlez, enfin qu'importe, là ça peut être intéressant. Si vous savez ce que vous faites, faites-le. On donne pas de mauvaises idées sur ce genre de choses. Ne brûlez pas de bâtiment, le Raspberry dans le salon, branché à la box, ça va très bien aussi. Sous le sapin de Noël, voilà, c'est très bien. Sous le sapin de Noël, exactement. Voilà, non, mais vraiment, véritablement, si vous voulez de bons conseils et de bonnes sur l'utilisation du réseau Tor et les vraies informations de ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, il y a une grosse FAQ sur le site du Tor Project. C'est super intéressant, c'est un peu long, c'est tout en anglais, vous pouvez le traduire, mais vraiment, c'est véritablement intéressant et ça permet de casser beaucoup de mythes. Et celui-ci, ça en est un. Et puisqu'on aborde le sujet des VPN, je trouvais ça très intéressant de le partager. Oui, on mettra le lien directement dans la description pour que vous puissiez avoir accès à l'ensemble des informations. Mais globalement, pour faire un retour sur cette vidéo de VPN vs le réseau Tor, le VPN est plutôt utilisable au quotidien pour faire des actions, on va dire, traditionnelles, pour accéder peut-être à des séries auxquelles vous ne pouvez pas forcément avoir accès. Et après, le réseau Tor, plus pour protéger vraiment votre anonymat sur le long terme, avec certaines touches quand vous avez besoin de faire des actions qui sont très précises, quand vous avez besoin d'accéder, je ne sais pas, à du jabber via Tor. Voilà, ça permet d'avoir une couche d'anonymat qui est plus importante que de passer par un VPN de manière traditionnelle. Complètement. Et puis, le VPN, ça permet aussi, comme on a dit, ça ne permet pas l'anonymat, mais le pseudonymat. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas donner l'information que votre adresse IP, donc que vous avez navigué sur tel site, parce que simplement, vous n'avez pas envie que tout le monde le sache, ça peut être intéressant d'avoir un VPN, là encore. Mais ça n'empêchera pas que si vous faites quoi que ce soit de mal, on pourra vous taper dessus. Donc voilà, ça peut vous permettre d'améliorer un petit peu votre confidentialité sur Internet, mais pas votre anonymat. Je pense que c'était une belle conclusion. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Pensez également à récupérer le guide qui est disponible directement dans la description. Il est offert, il vous permettra de bien débuter dans la cybersécurité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.